Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Je suis Emmanuel Boudigou du Crédit Mutuel de Bretagne et je suis avec Christian Dubois qui est directeur de CR France Énergie. On va vous parler des performances extra-financières et des données à fournir à votre banquier. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence, merci donc de vous intéresser à notre sujet qui peut paraître ardu, mais on va essayer de le contextualiser de telle manière à le rendre le plus accessible possible. Alors nous sommes aujourd'hui sur le salon de la création d'entreprise et notre message, Emmanuel et moi-même, c'est de vous dire que désormais, lorsque vous allez rentrer dans l'entrepreneuriat, eh bien, vous allez être amené à réfléchir votre projet différemment, à le mener aussi avec un autre regard que uniquement tourné sur des critères financiers. Alors, pour ce faire, on a construit le plan suivant. Je vous donnerai quelques mots tout à l'heure sur le contexte général et les ruptures dans lesquelles nous sommes. Nous sommes aujourd'hui sur un profond bouleversement donc, de notre économie, d'une manière générale, dans un monde qui est aussi assez chahuté, sur lequel on est peut-être même, pour un certain nombre d'autocrates, sur des envies de conquête de nouveaux territoires, ce qui amène aussi, on va dire, des réflexions peut-être sur les limites de notre planète. Deuxième point, nous aborderons donc les outils et les moyens pour un modèle durable. Oui, pourquoi? Parce que la volonté de l'entrepreneuriat demain, ce sera de préserver le capital naturel, le capital du vivant. C'est ce dont on va développer dans un instant. Ensuite, nous avons souhaité donc vous présenter les actions de recentrage des entreprises. Aujourd'hui, donc, un certain nombre d'entreprises, les plus grosses entreprises, qui se sont dotés d'un service RSE, de responsabilité sociétale et environnementale, eh bien, ont engagé déjà un processus. Emmanuel donc, nous fera part d'un certain nombre d'exemples qu'il a pu voir également dans le cadre de leurs travaux de financement au Crédit Mutuel. Et ensuite, je bouclerai cette conférence sur un mot de conclusion pour vous inviter à prendre, on va dire, vos marques dans ce nouvel environnement. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire donc, pour cette entrée en matière. Donc, je vais passer la main à Emmanuel qui va nous présenter donc, les objectifs de développement durable produits par l'ONU. Merci beaucoup. Alors, les objectifs de développement durable, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ONU a fait une résolution en 2015 qui devait permettre justement donc, de définir ce qui était bon pour la planète. Et donc c'est cela qu'on a appelé les objectifs de développement durable. Ça doit permettre en fait à tout à chacun de vivre de façon meilleure au niveau de la planète. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? L'ONU a souhaité faire passer certaines réglementations au niveau des États, des collectivités, des associations et bien entendu au niveau des entreprises. Alors au niveau de l'État, par exemple au niveau français, le gouvernement a mis en place il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelque chose qui s'appelle le tableau de bord de la décarbonation. Voilà, donc il a donné des dates avec des pourcentages. Par exemple, pour les voitures électriques, en 2030, par exemple, 60% du marché français doit être constitué de voitures électriques. Voilà, c'est un des gages qu'a donné le gouvernement français pour justement répondre aux réglementations qu'a mis en place l'ONU. À ce titre-là, au niveau des entreprises, eh ben, on retrouve ce qu'on appelle en fait tout ce qui est extra-financier qui rentre dans la RSE. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver de l'environnemental, forcément, du sociétal et également de la gouvernance. Alors par exemple, au niveau des entreprises, on va trouver la lutte contre les inégalités, par exemple, qui fait partie justement des objectifs de développement durable. On va retrouver également la qualité de vie au travail, par exemple. On va retrouver tout ce qui concerne, bien entendu, comme pour l'État, la décarbonation, qui est vraiment le pilier principal aujourd'hui des ODD, donc des objectifs de développement durable énoncés par l'ONU. On va retrouver également pour les entreprises la mise en place de quelque chose de très simple, comme le télétravail,
qui permet aux salariés de ne pas venir et donc de ne pas utiliser la voiture pour venir au travail. Différents éléments de ce type-là qui sont mis donc en place par l'ensemble des parties prenantes en fait, que l'on a autour de nous et qui permettent donc de répondre aux objectifs de développement durable définis par l'ONU en 2015. Alors, pour aller plus loin et pour comprendre les enjeux, nous avons fait le choix ici de vous présenter sur cette diapo, voyez, sur donc un calendrier de 2009 à aujourd'hui, donc les limites planétaires. Les limites planétaires ont été analysées sur 9 domaines. 9 domaines dont principalement le changement climatique, donc qui fait l'objet aujourd'hui du processus de décarbonation dans lequel sont invitées les entreprises. Vous avez un autre phénomène aussi, c'est le changement de notre biodiversité. En 50 ans, on a perdu 70% de notre biodiversité. C'est colossal. Et on sait aujourd'hui pourtant qu'il y a beaucoup donc, de recherches de menées sur le vivant. Et sur ces recherches, on sait qu'il y a un certain nombre de solutions, soit pour créer de l'innovation, soit pour rendre notre futur, la santé également plus productive. Et là, aujourd'hui, on sait que si on ne préserve pas ce capital du vivant, eh bien, on met l'humanité en danger. Donc ce changement donc, climatique, associé à ce changement donc, de la biodiversité, où on voit également l'utilisation de l'eau douce aujourd'hui de façon très importante. On voit bien, hein, en 2009, vous aviez 2 ailettes, et puis on s'aperçoit que ces ailettes eh bien, prennent une proportion beaucoup plus importante en 2015, en 2023. Et vous voyez la situation ici que j'ai mis effectivement sur la droite de la diapo. On voit très clairement le changement climatique, l'intégration, vous voyez, donc l'intégrité de la biosphère, le changement d'usage des sols. Là aussi, ça ne vous a pas échappé, on parle de plus en plus de zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'il va falloir préserver l'espace. Je prends souvent cet exemple-là. En agriculture, en 1950, 75% de la surface était consacrée donc à la production agricole. Aujourd'hui, vous prenez la carte de la France, il n'y a plus que 50% de la surface qui est disponible aujourd'hui pour l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'on a fortement urbanisé, on a développé beaucoup les zones industrielles, on a développé un tissu routier, on a développé, on va dire, toutes les voies ferrées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce problème d'espace devient particulièrement important. Ce qui veut dire que vous-même, en tant que futur chef d'entreprise, vous aurez à penser aussi votre modèle donc d'implantation. C'est-à-dire comment faire donc pour disposer d'un bâtiment industriel qui a cette sobriété énergétique et qui a aussi également cette sobriété de l'espace, c'est-à-dire le penser différemment. Aujourd'hui, je le dis très clairement, dans notre rôle donc d'accompagnement et de conseil auprès des entrepreneurs, pour quelqu'un qui va construire un nouveau bâtiment, on doit l'amener à réfléchir justement sur cette sobriété énergétique, on doit l'amener aussi à réfléchir sur l'économie d'eau, on doit l'amener à réfléchir aussi sur les espaces qu'il va donc artificialiser. Est-ce qu'il faut systématiquement tout bitumer ou est-ce qu'il faut laisser place à de la végétation? C'est tout ceci, tout ce regard qu'on va vous demander, y compris lorsqu'on va construire un prévisionnel avec vous. Pourquoi ? Parce que Emmanuel, qui est ici à mes côtés, en tant que banquier, il va examiner aussi l'effort que vous allez faire donc, dans ce domaine, l'effort citoyen pour préserver ce capital naturel, dont je répète encore une fois la formule, mais parce que ça va devenir essentiel demain. Votre financement en sera facilité si vous respectez ces critères à la fois environnementaux et demain sociétaux. Voilà ce que je pourrais dire très brièvement sur les limites planétaires. Les enjeux ? Oui, il y a les enjeux effectivement de la RSE pour les entreprises. Donc, cela implique effectivement de mettre en place des actions et des outils spécifiques qui touchent tous les volets de l'activité des sociétés et qui comportent des enjeux économiques. Alors sociaux, environnementaux, mais aussi des objets liés à la gouvernance. Alors les enjeux économiques, qu'est-ce qu'on entend par ça ? On entend en fait la stratégie managériale, bien entendu, mise en place au niveau de la société, qui comporte donc tous les éléments inhérents en fait au management au sein d'une société, l'anticipation bien entendu des risques, et là on parle des risques physiques qui sont liés par exemple
à l'implantation d'une usine en bordure de rivière qui peut avoir des conséquences dramatiques si jamais il y a des inondations, et la mise en place en fait donc de moyens de secours justement pour pouvoir préserver l'emploi. L'amélioration et l'efficacité donc des opérations et l'optimisation des coûts. Il y a également des enjeux sociaux, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la qualité de vie au travail, encourager le dialogue social, par exemple la relation homme-femme, ou alors la mise en place de missions pour les missions handicap, par exemple. Contribuer également à la non-discrimination et aux valeurs d'égalité. Ce qu'il faut savoir au niveau des enjeux dont on parle, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les dossiers de business plan qu'on peut récupérer auprès des créateurs ou des repreneurs de sociétés, on est très attentif en fait aujourd'hui à ce qu'ils nous proposent à côté des éléments financiers. On est très attentif à ce qui est extra-financier. Et donc tous les éléments dont je vous parle aujourd'hui et en ce moment, ce sont des éléments en fait qui sont partie prenante en fait dans la décision qui est faite au niveau des dossiers et des décisions de crédit. Pour en terminer, il y a les enjeux bien entendu environnementaux avec les principaux impacts que crée en fait l'activité de la société par rapport à ses parties prenantes, et la définition et la mise en œuvre en fait de plans d'action pour réduire les mesures et le résultat de l'activité des sociétés. Donc la démarche financière, la démarche RSE pour une entreprise implique la création donc d'un comité d'action et la rédaction également d'un rapport extra-financier qui permet donc de quantifier les efforts qui sont faits par la société à l'occasion de la mise en place justement de ces critères extra-financiers qui sont définis par le comité d'action. Alors, si on veut se resituer effectivement dans le déroulé de notre exposé, on vous a parlé des objectifs donc, du développement durable, on vous a parlé des limites également planétaires, et on vient d'évoquer les enjeux de la responsabilité sociétale et environnementale. Alors vous allez me dire, mais tout ça, à la fois ça peut faire peur, et à la fois c'est sans doute à la clé du réglementaire. Alors je vous propose donc d'avoir un autre regard, plutôt que sur l'angle du réglementaire. On l'a présenté ici plutôt sous forme d'avantages. Alors parmi ces avantages, vous avez d'abord de réduire son impact environnemental. Réduire son impact environnemental, c'est faire appel à la sobriété dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est aussi de créer des modèles économiques différents. Je vais prendre tout simplement les métiers du bâtiment. Aujourd'hui, lorsque vous exercez un métier dans l'artisanat du bâtiment, bien souvent vous êtes amené à intervenir sur le neuf, avec des réglementations qui sont à la clé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la RE 2020. Demain, vous allez intervenir davantage, si vous êtes sur ce métier, enfin sur ces corps d'état de l'artisanat, davantage dans l'ancien. Ça veut dire qu'il va falloir que vous mettiez en place, là, une démarche un peu nouvelle. C'est-à-dire que s'il y a de la déconstruction, ça veut dire aussi, derrière la déconstruction, avoir l'idée de faire du recyclage. Et demain, vous aurez donc des chantiers sur lesquels vous aurez une obligation de replacer une partie de ces matériaux qui ont été démontés pour pouvoir en faire un nouvel usage. Alors si ça peut compromettre donc, la solidité du bien à ce moment-là, ça va repartir dans une filière pour être ensuite repris et donc renforcé. Par contre, s'il y a des matériaux donc, qui peuvent être donc, remis dans le chantier, eh bien, c'est ce dont on va vous parler. C'est pour ça que lorsque vous allez intervenir, par exemple, sur ces métiers du bâtiment, on parlera donc d'avoir donc, une analyse donc, de ce que va être la déconstruction, donc cette période de curage d'un chantier, cette période qui va permettre d'arbitrer sur le recyclage et ensuite de réfléchir sur le réemploi. Et donc derrière l'illustration de mon propos, c'est de dire, quel que soit votre métier, il va falloir que vous ayez cette dimension-là, c'est-à-dire faire mieux avec l'existant. C'est un peu ça qu'on va rechercher derrière, effectivement, la réduction de son impact environnemental. C'est d'initier donc une démarche pérenne dans le futur pour votre entreprise. De telle manière à ce qu'elle corresponde aux attentes réglementaires et aux attentes, effectivement, de la société et donc, également de la politique mise en place par nos dirigeants. Ensuite, c'est d'agir aussi dans le respect des droits et de l'éthique.
Tout à l'heure, en aparté, je discutais avec une collaboratrice. On a travaillé dans le passé sur l'accessibilité. Plus que jamais, là, c'est pas de regarder l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite uniquement sur le réglementaire, c'est de le regarder effectivement pour permettre, faciliter, initier la diversité également dans le travail et pas justement fermer les possibilités d'un emploi parce que la personne aurait eu telle ou telle difficulté. Et là aussi, ce qui est recherché également derrière cette démarche-là, c'est de reconnaître l'intérêt des parties prenantes de votre écosystème. C'est faire en sorte de bien respecter à la fois ses fournisseurs et respecter aussi, on va dire, les attentes du client. On n'est pas là uniquement dans un modèle productif, on est dans un modèle responsable où on doit donc à la fois répondre, bien sûr, à nos obligations d'équilibre financier, mais en même temps de répondre à des éléments environnementaux ou des éléments sociétaux. Et puis enfin, c'est d'améliorer votre bien-être et celui de vos salariés. C'est aussi proposer un récit à vos équipes de salariés. C'est pas simplement de dire, voilà, vous êtes salarié, vous avez une tâche, vous êtes amené à réaliser votre travail dans un contrat de travail. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il faut aussi donner le sens donc, de votre modèle d'entreprise, éclairer vos salariés pour qu'ils soient aussi partie prenante dans ce nouveau modèle économique. Alors on va parler un petit peu du contexte réglementaire dans lequel rentrent aujourd'hui les banques. En 2020, l'ABA, qui est l'autorité bancaire européenne, qui n'a rien à voir avec la BCE, qui est la Banque Centrale Européenne. L'ABA est un organisme totalement indépendant qui réglemente les banques au niveau européen. Donc ils ont sorti une réglementation concernant en fait l'octroi de crédit. Donc aujourd'hui, depuis juillet 2022, chaque fois qu'une demande de crédit bancaire est réalisée par une société auprès d'un organisme financier, donc une banque, nous avons l'obligation en fait de mettre dans la balance la position en fait extra-financière de la société. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien tout simplement parce que le BA nous demande aujourd'hui d'être critique quant à l'activité de la société et la pérennité de celle-ci. Elle nous demande de noter la société par rapport à sa capacité de répondre aux besoins futurs qu'elle a à tout niveau, en termes d'approvisionnement, en termes d'actualité en fait, sociale au sein de son entreprise, mais également en termes de pérennité au niveau de sa capacité à se décarboner, par exemple, et à trouver un autre business model si jamais elle doit acter un nouveau business model. Alors, qui est concerné au niveau de cette réglementation ? Eh bien, ce sont toutes les entités, les sociétés, quelle que soit leur activité et quel que soit leur statut social. Sont exclus les particuliers pour le moment, et ainsi que les collectivités locales. Mais toutes les sociétés, qu'elles soient une SA, une SAS, une URL, que ce soit une société qui travaille dans l'industrie agroalimentaire ou une industrie de services, elles ont toute l'obligation d'être cotées par les banques aujourd'hui à l'occasion de la demande d'un financement. L'objectif pour les banques, c'est justement de pérenniser en fait le prêt qu'elles réalisent auprès de ces sociétés-là et de s'assurer que le dirigeant de l'entreprise met tout en œuvre pour que le prêt puisse demain être remboursé. Et pour mettre tout en œuvre, il faut répondre à différentes questions. Ça se matérialise en fait comment ? Par la réponse à un questionnaire que chaque banque aujourd'hui génère à son niveau. Alors à ce niveau-là, aujourd'hui, il n'y a pas d'unification au niveau du monde bancaire. La FBF, effectivement, travaille à la mise en place d'un questionnaire unique, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a deux courants au niveau bancaire. Il y a un courant qui souhaite avoir des réponses à minima au niveau de ces critères extra-financiers que l'on pose aux dirigeants d'entreprise, et un autre courant qui, au contraire, souhaite avoir beaucoup d'explications
au niveau de ces critères extra-financiers mis au niveau des entreprises. Donc pour le moment, il y a un antagonisme qui va, à mon avis, perdurer pendant quelques temps, parce qu'il y a deux courants très très forts qui sont totalement opposés et auxquels la FBF ne peut pas répondre aujourd'hui. Alors les impacts pour une entreprise par rapport à ce questionnaire auquel elles répondent, eh ben, c'est qu'à terme, il y aura sans doute des évolutions quant à la cotation en fait, des entreprises lors de la mise en place en fait, de financement qui pourraient générer en fait, des malus pour les sociétés qui ne mettent pas en place les actions correctives pour pouvoir être pérennes au niveau du temps. Alors, on va enchaîner avec les outils et les moyens pour un modèle durable. Alors, parmi les outils et les moyens, Emmanuel nous parlera donc de la cotation verte. Je vous dirai également donc un mot sur les facteurs donc ESG. Alors, je développerai donc ce qu'il y a derrière cet acronyme ESG. Et ensuite, on abordera donc le bilan carbone et la décarbonation, justement pour rendre plus, on va dire, pratique la démarche, pour que vous compreniez les choses et pouvoir le mettre ensuite, et que vous pouviez le mettre en pratique dans vos entreprises. Oui, alors la cotation verte de la Banque de France. Donc je ne suis pas de la Banque de France, je suis du Crédit Mutuel de Bretagne. Par contre, j'ai échangé avec les personnes de la Banque de France et donc je peux vous dire ce qu'il va y avoir derrière. Donc c'est une cotation qui va rentrer pour l'ensemble des entreprises, enfin l'ensemble des entreprises. Dans un premier temps, il y a 50 000 entreprises au niveau français qui vont être cotées par la Banque de France sur justement cet indicateur en fait, qu'ils appellent indicateur climat. Alors qu'est-ce que ça regroupe? En fait, la Banque de France va se focaliser sur deux éléments principaux, qui sont deux éléments de la partie environnementale des entreprises. Le premier élément, en fait, c'est le risque de transition. C'est-à-dire que, est-ce que le chef d'entreprise, aujourd'hui, a pris les devants pour pouvoir, justement, pérenniser, dans la durée, l'activité de son entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a la décarbonation. Il y a la sécurisation de ses approvisionnements. Il y a le fait de voir si le business model est pérenne sur une durée. Donc, ce sont des éléments en fait, que vont prendre en charge la Banque de France et qui vont en fait, être cotés. Le deuxième élément que va regarder la Banque de France, c'est le risque physique. Pour coter le risque physique, en fait, la Banque de France travaille en collaboration avec deux organismes que vous connaissez bien, à savoir Météo France, d'un côté, et d'un autre côté, IGN. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, une entreprise qui est basée dans le sud-ouest de la France, qui a une usine qui est par exemple dans l'ex-lit par exemple d'une rivière et qui est susceptible d'être inondée à l'occasion de pluies cévenoles, aura une cotation qui sera beaucoup plus dégradée qu'une entreprise, par exemple, de l'agroalimentaire qui sera dans les monts d'Arrée en Bretagne où potentiellement il y a moins de risques d'inondation, par exemple, pour une entreprise qui est dans les monts d'Arrée plutôt que dans le lit d'une rivière avec des pluies cévenoles. Ça, c'est un exemple concret qui sera donc très attentif, pour lequel la Banque de France serait très attentive et qui impactera, bien entendu, cette cotation. Voilà en quelques mots en fait, les tenants et les aboutissants de la cotation verte en fait, de la Banque de France. Alors pour compléter, Emmanuel, vous avez bien compris que le changement climatique, on le voit sous nos yeux depuis quelques années, avec ses effets d'à-coups, voilà, ces inondations soudaines, ces tempêtes, ces typhons, ainsi de suite. Donc la cotation verte, si elle intègre ces paramètres-là, c'est qu'il y a justement un risque probable plus important aujourd'hui qu'hier. Voilà. Et donc, ce sont des éléments qui sont pris en compte pour ces raisons-là. Alors, derrière les 10 facteurs de l'ESG. L'ESG, le E, ça veut dire environnement. Environnement, on va parler ici de l'empreinte carbone, c'est-à-dire la production industrielle qui s'est mise en place donc, sur le siècle, au début du siècle dernier et qui a été un modèle fantastique donc, je dirais de production de biens pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, on en voit ses limites. C'est l'empreinte carbone, avec toutes les conséquences, le fait d'avoir cette production de CO2 qui va toucher la couche d'ozone et qui va perturber de manière très significative le climat.
L'eau également, voilà, qui est un des paramètres importants. La ressource en eau douce aujourd'hui pose problème, notamment dans les pays du Sud. On le voit de plus en plus. Plus la température augmente, voilà, plus on va avoir ce phénomène-là. Nos scientifiques, dans le cadre du GIEC, nous ont alerté qu'il ne faudrait pas dépasser 1,5 d'augmentation de la température de la planète. Aujourd'hui, on est à 1,2. Et aujourd'hui, on n'a pas encore pris la mesure donc, de cette évolution de la température. Malheureusement, il y a une forte probabilité pour que nous soyons plutôt à 2, voire 2,5 en 2100. Donc qui dit 2,5 en 2100, donc on aura encore plus ce problème donc, de l'eau et des catastrophes climatiques. D'où cette cotation verte dont parlait tout à l'heure Emmanuel. Donc, c'est important aujourd'hui d'intégrer ces critères environnementaux dans la construction de votre modèle économique, dans la construction de votre prévisionnel, et d'être en mesure donc de démontrer pourquoi vous avez fait telle ou telle option auprès de votre banquier. Parce que, à la clé, c'est le financement qui vous sera attribué qui viendra finalement presque coter, je dirais, votre démarche en tant que chef d'entreprise. Ensuite, on va prendre plutôt le social. Le social, derrière le social, eh bien, quel est le bien commun que nous partageons? Eh bien, le bien commun que nous partageons, c'est cette planète. C'est cette biodiversité. Comme je vous le disais, en 50 ans, on a perdu 70% de notre biodiversité. Il y a urgence de produire, là encore, tout autrement. D'ailleurs, si vous regardez ici sur cette estrade, en termes de décorum, il y a quelques années, on n'avait pas ce type de décorum en bois. C'est drôlement chouette, mais ça prouve effectivement qu'il y a là aussi, y compris pour, je dirais, les personnes qui ont organisé ce salon, cette conscience verte qui se met en place. La santé, la sécurité des personnes. Et oui, la santé, on a malheureusement constaté 60 000 décès en 2022, justement pendant la période donc, de forte température. Et donc ça veut dire que si on prend encore 1,3 ou 1,4 degrés, vous avez compris qu'il y aura encore davantage, malheureusement, de décès pendant les étés, ces périodes de canicule. Voilà, alors rappelez-vous que la première canicule était en 2003, 20 ans plus tard, en 2023, eh bien, le phénomène s'est accru. Alors on l'a peut-être géré différemment, mais il s'est accru. Et il va encore s'accroître, malheureusement, parce que toutes les actions qu'on va mener aujourd'hui n'auront d'effet que minimum dans 30 ou 40 ans. Donc aujourd'hui, même si on fait beaucoup d'efforts, eh bien la portée de nos efforts, eh bien elle sera plutôt pour les générations suivantes. Mais on a un devoir de transmission aussi d'une planète vivable aux générations suivantes. Et donc le rôle qu'il y a derrière effectivement ces ODD, le fait de ces messages de la limite planétaire, de ces contraintes ESG, c'est de rendre responsables les chefs d'entreprise que vous êtes ou que vous allez être demain. Ensuite, l'autre point également, c'est donc de produire des éléments, on va dire, utiles à notre besoin. Il va falloir, malheureusement, eh bien, arbitrer notre consommation. C'est-à-dire qu'il va falloir juger de ce qui est, on va dire, accessoire, de ce qui est essentiel. Et je vous dirais, vous avez tout intérêt de développer demain un modèle d'entreprise plutôt basé sur l'essentiel que sur l'accessoire. Parce que sur l'accessoire, il y aura peut-être des remises en cause demain, voilà, de votre modèle. Voilà. Donc ça, c'est un des messages que je voulais aussi vous passer. Ensuite, sur la gouvernance. Sur la gouvernance, c'est qu'est-ce que je veux incarner comme chef d'entreprise? Eh bien, je veux incarner une certaine gestion de mon entreprise, donc une éthique des affaires. Je veux mieux gérer mes déchets et limiter justement cette partie, on va dire malheureusement, de déchets qu'on a laissé trop grandir. Aujourd'hui, on parle donc d'un continent qui est le continent plastique. Est-ce que aujourd'hui, il est normal de constater ce continent alors que la planète
eh bien, subit quand même déjà quelques atermoiements, on le voit par le changement climatique. Et donc là aujourd'hui, c'est aussi d'avoir une responsabilité vis-à-vis donc de ses salariés. Donc avec notamment une meilleure gestion du risque. Est-ce qu'ils sont exposés sur tel ou tel produit? Ne pas les faire travailler comme on a pu le faire dans le passé, malheureusement dans certaines entreprises. Et puis d'avoir une qualité des relations avec son écosystème. Ça, c'est fondamental. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement sur les 10 facteurs donc, de l'ESG. On va passer ensuite sur la partie bilan carbone ou diagnostic carbone. Alors le diagnostic carbone, c'est de pouvoir mesurer donc à un instant T dans son modèle d'entreprise effectivement les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, vous avez 3 scopes. Le scope 1, vous voyez là, scope 2, scope 3. Premier scope, c'est l'émission des gaz à effet de serre provenant des sources contrôlées par la fabrication d'un produit. C'est vous-même, dans le cadre de votre modèle d'affaires, qui produisez effectivement ces gaz à effet de serre. Donc vous avez la possibilité, éventuellement, peut-être, en changeant le mode de fabrication, peut-être de limiter cette empreinte. Le deuxième scope, c'est l'émission associée à la production d'électricité et de chaleur. Là, on fait, on va dire, appel aux ressources énergétiques pour produire, on va dire, ses services ou produire son modèle d'affaires. Et donc là aussi, est-ce qu'on peut y mettre davantage de sobriété? Est-ce qu'on peut demain installer sur ces bâtiments, quand vous allez réfléchir à l'achat d'un bâtiment, est-ce que j'ai la possibilité de placer des panneaux photovoltaïques sur mon toit? Est-ce que je dois faire des ombrières sur mon parking? Si j'ai une surface commerciale de plus de 1500 m², je suis dans l'obligation de poser des ombrières. Si je suis une entreprise de service de plus de 500, avec un parking de plus de 500 m², j'ai l'obligation de poser des ombrières. C'est cette réflexion-là, c'est-à-dire faire en sorte de rechercher un modèle où vous allez pouvoir vous-même donc gérer aussi votre production énergétique pour limiter, on va dire, quelque part, l'appel aux énergies fossiles telles que malheureusement notre modèle est aujourd'hui installé. Troisième scope, c'est toutes les autres émissions qui ne sont pas comptabilisées à la fois pour la fabrication du produit ou pour le fait de l'organisation de l'entreprise, mais qui sont liées effectivement, on va dire, à l'amont, voilà, notamment avec l'achat des matières premières, ou à l'aval avec le déplacement éventuellement des marchandises et notamment des déplacements des salariés. Donc ça, c'est une analyse assez fine, justement, sur ces 3 espaces où se trouve, on va dire, ma consommation d'énergie et comment je peux limiter mes gaz à effet de serre. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement derrière ce bilan carbone, qui est une photo à un instant T, mais qui doit vous amener à une réflexion de décarbonation derrière ça. Alors, derrière la décarbonation, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il me paraissait intéressant. Déjà, c'est quoi, pour nous-mêmes, en tant qu'individus, notre empreinte carbone? Alors, je vous ai mis la réponse forcément sur cette diapo. L'empreinte carbone moyenne en France, elle est de 10 tonnes de CO2 par an et par personne. 10 tonnes de CO2, avec notamment, vous avez 5 silos qui permettent effectivement de voir où on retrouve le plus effectivement donc, de production de CO2 dans notre vie. Eh bien, c'est plutôt sur la partie déplacement. On est tous contributeurs en moyenne à 2,8 tonnes sur nos déplacements. D'où la polémique qui a été de dire, dans notre vie, c'est Jean-Marc Jancovici, voilà, l'énergéticien qui passe assez fréquemment sur RTL, qui a donc notamment une tribune pour expliquer, on va dire, la situation telle que nous la vivons aujourd'hui sur notamment la consommation des énergies. Il avait mis le doigt là-dessus en disant, dans notre vie, on ne devrait pas avoir plus de 4 vols en avion Paris-New York. Ce qui interpelle, c'est-à-dire que là où on a tous appris à voyager, parce que ça fait partie aussi de notre modèle de vie, notre acculturation, notre envie de découverte, eh bien, on est presque remis en cause dans notre façon de voir la vie aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a des solutions, c'est-à-dire que
plutôt que d'utiliser sa voiture comme on le fait au quotidien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, 80% des Français utilisent la voiture seulement pour aller à leur travail, pour simplement faire 7 km. Est-ce qu'on est en capacité de collectivement tous changer notre façon de se déplacer? Ça fait appel là aussi à un esprit citoyen de notre part. Et donc là, ici, l'objectif, c'est de dire, l'objectif d'ici 2050, c'est de passer à 10 tonnes de CO2 par personne et par an, là, à seulement 2 tonnes. C'est extrêmement ambitieux. Extrêmement ambitieux parce que ça veut dire que là, eh bien, on ne va pas changer de vêtements comme on le fait aussi souvent. En moyenne, par an, chaussures et vêtements, on achète chacun 40, on va dire, unités de vêtements ou de chaussures. Voilà. Donc ça veut dire aussi peut-être avoir un autre comportement là-dessus. Ça veut dire aussi peut-être consommer moins de viande pour justement abaisser. Ceux qui ont fait beaucoup d'efforts sont passés de 10 tonnes à 5 tonnes. Vous voyez ? Mais ça veut dire avoir une gestion active aussi de son comportement à l'égard de son empreinte carbone. Et alors ce dont on a voulu justement vous dire ici avec Emmanuel, c'est on a mis le doigt sur le transport. Avec les émissions annuelles domestiques du secteur du transport, vous voyez que ici, et on s'aperçoit qu'en 2017, on était sur un niveau relativement haut, et l'objectif c'est de dire on doit descendre à 92 mégatonnes de CO2 au lieu de 139 tonnes donc, en 13 ans. Donc ça veut dire que quelque part l'effort est assez conséquent. Alors comment on va le faire? Tu veux bien passer la diapo? Ici je vous ai pris donc une diapo qui vous montre comment il va falloir anticiper notre mobilité électrique. La mobilité électrique, vous voyez, elle était relativement faible. On parlait de 102 véhicules seulement en 2010. 102 véhicules en 2010. On est aujourd'hui, on va dire, alors sur ma diapo ici en 2022, à 1 102 000 véhicules. Donc en fait, il y a à la fois donc, une prise de conscience d'un certain nombre de personnes parmi nous, mais aussi effectivement une volonté des pouvoirs publics d'encourager les véhicules hybrides ou rechargeables et des véhicules électriques. Et donc ça, c'est véritablement un effort qu'on doit tous mener dans un proche futur si on veut véritablement décarboner nos modalités de transport. On va arriver sur l'avant-dernière partie avec les actions et le recentrage des entreprises. Et à ce titre-là, nous avons pris quelques exemples en fait, que vous pouvez retrouver en fait, sur les sites internet des sociétés dont on va parler, à savoir pour la partie environnementale Eureden. Donc Eureden a souhaité mettre en avant une démarche d'éco-conception de ses produits et d'utilisation de matériaux recyclés. Donc ça fait partie de son rapport extra-financier qu'ils mettent en avant. Et donc ça concerne la décarbonation, comme vous pouvez le constater, avec des sujets qui sont de 100% de recyclage et compostage de tous les emballages, par exemple de leur gamme de légumes frais, concernant également le carton, qui va remplacer le plastique à leur niveau. Voilà, ce sont des choix en fait, qui ont été faits par les dirigeants de Eureden en termes de stratégie pour pouvoir justement répondre et acter au niveau de leur rapport extra-financier des éléments hyper positifs pour le futur. Nous avons pris un exemple également concernant la partie sociale. Alors la partie sociale, l'exemple que nous avons pris en fait, c'est Armorlux. Armorlux aujourd'hui a un cahier des charges par rapport à ses fournisseurs qui impose en fait l'interdiction du travail des enfants. Ça fait partie, vous savez, des fameuses ODD dont on a vu tout au début, qui était une réglementation en fait de l'ONU. Armorlux aujourd'hui impose l'absence de travail d'enfants pour les sous-traitants. Donc, ce qui est tout à fait logique et compréhensible, hein, mais également l'interdiction du travail forcé. Parce qu'on sait bien aujourd'hui que certaines enseignes de prêt-à-porter confectionnent aujourd'hui des produits dans des pays où du travail est forcé pour certaines catégories de personnel. Le dernier exemple qu'on a voulu mettre en avant concerne la gouvernance et en l'occurrence un grand faiseur français, à savoir donc Saint-Gobain,
qui, lui, en termes de gouvernance, a choisi de l'engagement professionnel, bien entendu, de ses collaborateurs, mais également le respect des personnes, l'intégrité, la loyauté, la solidarité. Et au niveau des principes d'action qui ont été mis en avant par Saint-Gobain pour son rapport extra-financier, on peut noter donc le respect de la légalité, on peut noter également le respect de l'environnement, le respect de la santé et de la sécurité au travail, le respect des droits des collaborateurs. Qu'est-ce qu'il y a qui est sous-jacent derrière tout ça? En fait, c'est la mise en avant en fait, des ODD que souhaite mettre en avant Saint-Gobain pour pouvoir justement avoir dans son rapport extra-financier des points hyper positifs pour présenter en fait aux organismes de cotation, qu'ils soient bancaires ou extra-financiers. Alors, après avoir contextualisé, après avoir présenté les différents critères, les cotations, le côté réglementaire, les exemples dans les entreprises, on a souhaité terminer sur cette dernière vue pour vous permettre donc de mettre de la pratique demain dans la réalisation de vos business plans ou de vos plans d'affaires si vous êtes en entreprise déjà installée et en croisière. Donc quelques critères qui sont ici non exhaustifs, mais ont pour but donc d'étayer à la fois votre production chiffrée. Eh bien, on a parlé tout à l'heure de la mobilité, on a parlé de décarboner son modèle de transport. Un des critères qui peut être intéressant à souligner dans votre business plan, c'est le nombre de kilomètres parcourus en véhicule dans le cadre de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire faire en sorte donc, que vous puissiez tirer peut-être d'après des moyennes existantes, eh bien, exposer quelle est la nature de votre zone de chalandise, quel est, on va dire, le déplacement que vous prévoyez pour toucher vos clients et montrer que vous allez mettre en place un tableau de suivi et que vous allez faire un effort pour limiter ce nombre de kilomètres parcourus. C'est la part de véhicules propres également à faible émission ou à très faible émission dans l'entreprise. Et oui, parce que dans les entreprises, eh bien, notamment les entreprises de plus de 500 salariés, eh bien, on va avoir très rapidement des obligations de flotte de véhicules électriques avec des proportions qui vont être imposées. Donc, vous avez tout intérêt à voir justement comment il faut mixer votre flotte de véhicules entre éventuellement un véhicule thermique qui va permettre de faire les grandes distances si c'est nécessaire ou si ça nécessite de la puissance, et un véhicule éventuellement hybride ou un véhicule électrique pour les petites zones, on va dire, de servitude. Ensuite, c'est la consommation d'énergie au mètre carré occupé dans votre cellule commerciale ou l'entrepôt. D'où l'idée de poser la réflexion, votre bâtiment est-il adapté à l'entreprise ? Voilà. Est-ce que vous avez besoin de toute cette superficie? Est-ce que toute la superficie de mon bâtiment doit être chauffée à la même température? J'ai pas dit chauffer ou non chauffer. J'ai dit voilà, avoir des modularités de température dans votre bâtiment pour pouvoir limiter, on va dire, le recours à l'énergie fossile. La part des ENR, c'est des énergies renouvelables sur la consommation finale brute sur la charge d'énergie annuelle. C'est-à-dire la capacité que vous avez d'avoir recours à la production de votre propre énergie en autoconsommation. On travaille beaucoup aujourd'hui cette réflexion-là auprès des entreprises, c'est-à-dire sur le fait qu'ils peuvent produire de l'énergie et la consommer tout de suite, sans forcément la mettre à disposition sur le réseau. Voilà, on a aujourd'hui cette capacité de proposer donc des installations comme ça pour les entrepreneurs. La gestion responsable des déchets. Et oui, trier et recycler. Tout à l'heure, j'ai volontairement pris l'exemple du bâtiment, où là, il va falloir effectivement, sans doute, gérer les choses différemment. C'est pas du systématiquement dans la benne et tout de suite mis ensuite à la déchetterie. Ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il faudra que vous puissiez tracer, voilà, justement, les déchets issus de vos chantiers. La consommation d'eau, par chiffre, selon le chiffre d'affaires, cette consommation d'eau, eh bien, est-ce que vous avez mis en place des économiseurs? Est-ce que vous faites de la récupération d'eau?
toutes ces choses-là, c'est aussi des choses qui sont intéressantes à présenter dans votre modèle d'affaires. La part des fournisseurs également qui sont en économie sociale et solidaire ou en commerce équitable, qui font appel donc à l'éthique dont tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, notamment sur la qualité des travailleurs, ne pas avoir recours au travail forcé ou à des jeunes populations. Et puis ensuite, la promotion de la diversité et de la formation en RH, c'est-à-dire accompagner ces salariés aussi dans la modernité, dans l'utilisation des outils digitaux. Voilà, aujourd'hui on se déplace moins, on utilise par exemple beaucoup la visio et ça fait partie des efforts que les entreprises peuvent faire. Voilà, et donc plutôt que de prendre systématiquement le train, l'avion, de se déplacer pour un rendez-vous de 2 heures, eh bien aujourd'hui on réfléchit à 2 fois et on se dit si je fais une visio, et on va plutôt concentrer ces rendez-vous physiques plutôt pour des journées complètes. Voilà, donc ça veut dire amener à un raisonnement différemment. Alors, je vous l'ai dit, ce n'est pas une liste à la Prévert, mais elle avait pour but ici de vous capter et de vous permettre de mobiliser, je dirais, vos énergies, si je puis dire, pour la durabilité de votre modèle d'entreprise. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, effectivement, la durabilité de l'entreprise, c'est sa pérennité. Donc, en conclusion, ce qu'on voulait vous dire, c'est que, effectivement, vous allez tous travailler, si vous êtes chef d'entreprise, pour la durée et la pérennité de votre entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Savoir se différencier commercialement également, c'est hyper important. Et valoriser son image, ça, vous pouvez le faire également à travers l'ESG, à travers les actions que vous menez aujourd'hui. Ça peut être l'ESG, vous savez, ça peut être également du sponsoring que vous pouvez faire auprès du club de foot ou du club de basket de votre quartier. Tout ça, ça rentre dans l'ESG. Attirer des talents et mobiliser le personnel autour d'un projet, ça c'est hyper important aujourd'hui parce que vous comme moi, nous savons que c'est hyper compliqué de recruter aujourd'hui du personnel, donc le valoriser et le mettre en avant, c'est hyper important. Rationaliser et réaliser des économies, c'est quelque chose aussi qui rentre dans le cadre de l'ESG à travers donc le réemploi ou la mise en place en fait d'économies sur l'électricité ou le chauffage avec la mise en place de rénovation par exemple dans les bâtiments. Ce que je voulais dire également, c'est que fidéliser les clients, les partenaires, les fournisseurs, c'est hyper important. Et aujourd'hui, au niveau de l'ESG, il y a des secteurs d'activité qui savent très très bien le faire. Je pense en l'occurrence à la grande distribution. La grande distribution aujourd'hui a un cahier des charges qui implique énormément en fait ses fournisseurs en amont et en l'occurrence beaucoup les fournisseurs de l'agroalimentaire qui ont des obligations en fait fortes par rapport à la grande distribution et donc ils doivent se conformer et mettre en place en fait des stratégies pour pouvoir être référencés auprès des grands distributeurs que sont Leclerc, Carrefour ou Casino. Et le dernier point que je voulais mettre en avant, c'est l'anticipation des risques et l'identification des opportunités. C'est tout ce qui fait en fait que demain, l'entreprise que vous avez aujourd'hui sera toujours présente sur son secteur d'activité. Et en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez sans doute lu Le bourgeois gentilhomme de Molière avec Monsieur Jourdain, qui faisait en fait donc de la prose sans le savoir. Et ben vous faites et nous faisons tous en fait de l'ESG et de la RSE en fait sans le savoir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à nous poser quant à notre intervention ? Alors j'ai une formule pour mettre en appétit pour le questionnement. On passe directement à la deuxième question. C'est plus facile que la première. Allez, qui y va ? Question ? Comment vous le sentez, le paysage entrepreneurial dans les 5 ans, 10 ans ? Comment ? Beaucoup d'incertitudes, vous dites ? Oui. Ouais. Derrière l'incertitude, je serais tenté de placer un autre mot, c'est l'engagement. Il vous faudra un engagement, voilà, à la fois dans le métier que vous voulez donc développer, mais un engagement aussi auprès donc de votre écosystème, c'est-à-dire vos clients,
vos partenaires fournisseurs, votre banquier, voilà, et un engagement vis-à-vis de notre société, pour rompre un peu avec le modèle donc, dans lequel nous sommes. Alors, on n'est pas en train de présenter un modèle de décroissance, au contraire, on est en train de présenter un modèle durable qui doit nous permettre de préserver aussi notre cadre de vie, en ayant plus à l'esprit la sobriété, le plaisir par l'essentiel et pas le plaisir par l'accessoire. Oui, ça voudra dire aussi que certains métiers vont sûrement disparaître, hein, ça c'est clair, mais ça va aussi générer de nouvelles opportunités en fait, et des créations de métiers qu'on ne connaît peut-être pas aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura sûrement des métiers qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas et qui seront directement liés à tout ce dont on vient de vous parler aujourd'hui. Hein, tout ce qui est environnemental, social et gouvernance va avoir une quintessence en fait, dans les années qui viennent, qui seront beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Ça va obliger aussi les chefs d'entreprise de sortir de leur zone de confort et d'aller voir en fait au-delà de quelques années. Il va falloir aussi penser à la durée et amener avec soi l'intégralité du personnel et également ses fournisseurs et ses clients. Donc c'est une réflexion globale qu'il va falloir avoir dans les années qui viennent, enfin dans les mois et les années qui viennent, effectivement, pour pouvoir justement perdurer et avoir une finalité à long terme au niveau de son entreprise, quoi. Et au niveau bancaire, je peux vous assurer que on suit avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des critères extra-financiers, mais on est là également pour vous accompagner, tout comme les comptables, à travers le CER, en fait, est là pour vous accompagner, pour vous conseiller et pour justement faire en sorte que demain, votre entreprise soit plus forte pour affronter en fait toutes ces problématiques-là qui sont aujourd'hui des problématiques, je dirais, de base en fait, et qui seront votre quotidien pour les 15-20 ans qui viennent, si ce n'est pas plus. Voilà. S'il n'y a plus de réaction, pas de main levée, on va la lever assis. Une question. Bonjour. Bonjour. Monsieur Philippe, Société Atil. Je voulais vous poser la question concernant ces critères extra-financiers. Comment, quand vont-ils être intégrés dans la comptabilité des entreprises ? Alors, pour l'instant, alors tout à l'heure, dans une des diapos, juste à la dernière, à la conclusion, il y a un mot, enfin 2 mots, le rapport extra-financier. Pour l'instant, le rapport extra-financier n'est pas demandé, on va dire, aux TPE. Voilà. C'est des entreprises de plus de 500 salariés qui sont concernées par ce rapport extra-financier. Le rapport extra-financier ne vient que, effectivement, mettre en forme l'état de situation sur les critères qui ont été effectivement repris au niveau donc, des ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Donc ce report extra-financier, ce rapport, aujourd'hui, donc il n'y a pas d'obligation pour les entreprises de moins de 500 salariés, mais on sait pertinemment, et plus on va aller dans les urgences, malheureusement, plus on va descendre. Et il y a donc forte probabilité qu'on descende assez rapidement les entreprises de 50 salariés. Et en dessous, vous savez comment c'est, sur beaucoup de critères c'était comme ça, on descend aux entreprises, moins de 20 salariés, 10 salariés. Voilà. Oui, aujourd'hui, effectivement, ça concerne généralement les grandes entreprises, les ETI. Demain, ça concernera en fait l'ensemble des sociétés parce que donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les banques ont des questionnaires à compléter à l'occasion de demandes de financement et donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, on va être amené à le faire. Aujourd'hui, chaque banque est indépendante par rapport à ce questionnaire-là. Au niveau du CMB, on a pris pour parti pris de questionner dans un premier temps les entreprises qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais cette barrière de 10 millions va baisser au fil du temps. Et on arrivera à 3 millions très très rapidement. En dessous de 3 millions, ce sera assez compliqué en fait, de côté des entreprises. Donc on aura vraisemblablement un modèle qui va nous permettre en fait, de donner une cotation suivant le code NAS en fait, de la société. C'est-à-dire que les boulangers auront une cotation bien spécifique, les maçons auront une autre cotation. Pourquoi ?
parce que le chiffre d'affaires qu'ils développent et l'activité qu'ils développent sera très difficilement mesurable en fait au niveau bancaire. Donc on va se contenter de questionnements pour des sociétés avec une activité bien assise de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui effectivement est assez réservé et assez élitiste. On va retrouver en fait des rapports extra-financiers. Vous avez vu les entreprises que je vous ai présentées, c'est Eureden qui fait plusieurs milliards, c'est Armorlux qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est Saint-Gobain qui fait également plusieurs milliards. Donc ils sont très structurés avec des directeurs spécifiques qui ne travaillent que sur cette partie-là de l'activité de l'entreprise. Dans des entreprises plus petites, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que cette partie extra-financière est déléguée soit à une personne qualité, qui est bien identifiée au niveau de l'entreprise, soit à un comptable, soit à un directeur de production, soit le chef d'entreprise qui fait ça en plus. Voilà. Mais c'est quelque chose qui va descendre au fil du temps, et ce rapport extra-financier, il sera demandé très très rapidement pour des sociétés qui font simplement quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. On a répondu à la question? Une dernière? Et on va fermer cette séance. On a un peu dépassé le temps. Oui. Voilà, s'il y a... on vous remercie de votre participation. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Voilà, à très bientôt. À votre disposition.